Ok, bienvenue. Merci de rejoindre cet atelier. Vous devez vous intéresser à l'agriculture si vous êtes là aujourd'hui. Et donc, moi, je suis Maxime Pavlak. Je suis le cofondateur d'Eloi, dont a parlé tout à l'heure Étienne de Constellation, puisqu'ils viennent d'investir dans Eloi. Et j'étais dans la tech avant. Et j'ai quitté la tech pour me lancer dans l'agriculture. C'était en 2019. Voilà, ça faisait suite à une prise de conscience écologique et l'envie de trouver un secteur dans lequel faire du régénératif. Ça faisait aussi suite à une reconnexion à la vulnérabilité et à la faiblesse avec l'arrivée de notre troisième fille qui a un handicap et qui m'a fait prendre conscience, sortir de ma bulle de toute puissance et peut-être d'inaction. Je pense qu'il y a une dimension de reconnexion à la nature qui est nécessaire, mais aussi peut-être à la vulnérabilité. J'ouvre cette piste aujourd'hui. Aujourd'hui, on va effectivement parler d'agriculture. Eloi, en deux mots, on aide les fermes en transmission. Il faut savoir qu'en France, il y a 200 000 fermes qui sont à transmettre dans les 10 ans, donc 20 000 par an. Et il y en a à peu près une sur deux qui part à l'agrandissement, faute de repreneurs. Donc ça veut dire qu'elles ne trouvent pas de repreneurs qui s'installent et elles partent à l'agrandissement. C'est la tendance, en tout cas une sur deux. Ce qui veut dire qu'on perdrait 100 000 agriculteurs dans les 10 ans, ce qui veut dire des exploitations de plus en plus grandes, des campagnes de plus en plus désertées. Et nous, on vient proposer à ces agriculteurs qui sont bloqués dans leur transmission de trouver des solutions de reprise de leur ferme vers des jeunes qui vont faire, ou moins jeunes d'ailleurs, qui vont faire de l'agriculture régénératrice en ouvrant les possibilités de changer, faire évoluer la production, changer, faire évoluer les pratiques, permettre une reprise à plusieurs. Et ça permet de débloquer des situations de transmission. L'ambition, c'est d'en faire 1000 par an d'ici 4 ans. Voilà le projet, le plan de route. Alors, je vais vous présenter nos intervenants. On a le plaisir d'accueillir Audrey Bruxelles. Alors Audrey, tu es ingénieur hydraulique à la base, donc pas non plus de formation agricole. Voilà, bienvenue au club. Des ingénieurs reconvertis. Tu as travaillé un peu dans l'humanitaire avant de, en revenant en France, te dire que tu voulais aussi t'impliquer dans le régénératif à travers l'agriculture et tu fais partie d'une association qui s'appelle la Forêt Gourmande, tu nous en diras plus, où tu es formatrice et animatrice. Et puis tu t'installes agricultrice aussi. Voilà, tu nous diras en quoi tu t'installes. Mathieu Roussel, tu es agriculteur depuis 30 ans. Voilà. Tu es dans les Pays de Caux, le Pays de Caux, en Seine-Maritime, excuse-moi. Tu fais du blé, du colza, du lin textile, de la production de semences, des betteraves, de la pomme de terre et de l'orge. J'ai rien oublié. Voilà. Et tu nous diras comment toi tu as pris le chemin de l'agriculture régénératrice depuis maintenant 30 ans, ou peut-être moins. Depuis 2013, voilà. C'est ce que je pensais. Sébastien, toi, tu es DGA chez Serre-France, Serre-France Seine-Normandie. Hein, donc, je crois que c'est l'une des plus grosses agences de Serre-France. Alors, Serre-France, tu nous diras ce que ça fait, parce que si je dis que ça fait de la comptabilité, tu vas me taper sur les doigts. Et vous avez notamment une mission d'accompagner les agriculteurs vers des pratiques ou l'évolution ou les réflexions de leurs pratiques. Vous avez notamment un groupe d'agriculteurs qui s'appelle Terre Normandie que vous animez autour de ces réflexions et dont je pense que tu dois faire partie. Ah bah voilà. C'est bien préparé. Alors voilà, sur ce, Audrey, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, ton projet d'installation, ce que tu fais, l'association également? Yes. Vous m'entendez? Non? Si. Ok, merci. Donc ouais, effectivement, donc je suis moi du côté du Jura. L'association de la Forêt Gourmande est basée un peu plus loin en Bresse bourguignonne. Et donc du coup, notre objectif au sein de l'association, c'est de promouvoir des écosystèmes comestibles qui sont un peu plus complexes, un peu plus diversifiés que notre agriculture classique d'aujourd'hui.
Donc on s'inspire un petit peu de ce qui se fait voilà, sous les tropiques, dans les forêts qui sont un petit peu loin de chez nous, mais en fait qui ont beaucoup de promesses et beaucoup de choses à nous offrir. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut cultiver à partir de l'arbre, parce que la France à la base est une forêt, et le végétal le mieux adapté sous nos climats est l'arbre et la forêt. C'est la seule végétation qui est capable d'accueillir toute cette eau qui nous tombe du ciel, en moyenne 800 mm d'eau par an. Et donc, voilà, comment revenir à des modèles qui sont capables de nous alimenter, nous, en tant qu'humains, mais pas que, comment régénérer aussi de la biodiversité, des îlots, des espaces voilà, pour tout un tas de petites bêtes, de petits champignons, de petites bactéries, voilà. Mais avec voilà, un modèle agricole qui est à créer, qui existe déjà dans d'autres régions. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a déjà des systèmes agricoles qui imitent ce fonctionnement du jardin-forêt, qui sont subventionnés et qui sont tout à fait productifs et intéressants. Et donc, nous, notre travail au sein de l'association, c'est de partager ces modèles-là. Et donc, je vais quand même vous expliquer ce que c'est. Un jardin-forêt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange entre un jardin et une forêt. Donc, ce n'est pas une forêt mature complètement refermée avec des très grands arbres, parce qu'on n'aurait pas assez de soleil sous nos climats. On ne pourrait pas faire pousser de choses en dessous. Donc, c'est une forêt qui est plus ouverte, donc où il va y avoir des interventions humaines. Et dans lesquelles on va jouer avec des entrées de lumière pour pouvoir produire en dessous tout un tas de choses à manger, ou alors des choses médicinales. Ça peut être des productions de noix, de feuillages, de légumes. On peut avoir des clairières potagères, évidemment. On peut avoir des produits de la ruche, des productions de champignons. Enfin, on peut imaginer tout un tas de choses dans ces jardins. Et une des choses les plus importantes, peut-être, c'est ce côté multi-étagé. Donc, on va essayer de produire sur plusieurs strates et pas uniquement comme un champ un peu plus classique qui produit en 2 dimensions, quoi. Là, on a la 3e dimension qui est donc la verticalité, avec possiblement plein de productions sur différents étages. Et la dimension temps, qui nous est assez chère aussi, parce que c'est une des choses que je trouve particulièrement intéressante, c'est que la forêt va grandir, le jardin va bouger, et ça va être un peu comme un enfant qu'on va accompagner. Ça va être tous les ans différents, tous les ans des nouvelles découvertes, des nouvelles choses aussi chouettes. Donc voilà pour le jardin forêt. C'est particulièrement régénératif. Oui, je pense qu'on peut... Je pense en tout cas que sous nos climats, dans certains contextes, c'est particulièrement adapté effectivement à la création de sols. En fait, l'objectif premier, c'est de recréer des sols qui sont vivants, qui sont mycorhizés, donc avec plein de champignons, d'échanges entre les éléments du sol, et donc des sols qui vont stocker évidemment un maximum de carbone, mais qui vont aussi être capables d'être très très résilients face à tout ce qui pourrait se passer dans l'avenir. On pense bien sûr au dérèglement climatique et compagnie. Donc on crée des sols qui contiennent plus d'eau. On n'utilise évidemment pas forcément de produits, et notamment les engrais minéraux, notamment le phosphore qui sous forme minérale en fait détruit tous les champignons qui sont présents dans le sol. Donc voilà, l'idée de planter en imitant le fonctionnement de la forêt. Personne n'arrose, personne fertilise une forêt. Et si on la brûle pas, elle se débrouille très bien toute seule. Voilà. Merci. Du coup, Mathieu, toi, tu prends aussi soin du sol, mais sur une agriculture, on va dire, plus classique. Oui. Vous m'entendez? Oui, voilà. Donc, déjà, moi, ma ferme elle couvre 265 hectares. Donc, vous imaginez que, au niveau de la taille, c'est pas tout à fait la même chose qu'un jardin-forêt. Mais après, je voudrais juste une précision. En tant qu'agriculteur, moi, je ne souhaite pas m'enfermer dans un type précis d'agriculteur, dire je suis bio, je suis conventionnel, je suis régénératrice ou autre.
Moi, je m'inspire un peu de tous les types d'agriculture. En fait, on a démarré la réflexion en 2009, quand je suis rentré dans la certification ISO 14001, qui est portée par l'association Terre de Seine-Normandie. ISO 14001, tu peux préciser ce que c'est ? Donc c'est une certification environnementale, donc où on aborde les problèmes de biodiversité, gestion des déchets, tous les aspects sociaux, avec surtout la gestion de la main-d'œuvre, et puis tout ce qui est lié à la technique de production. Et on est dans une région où on a des gros problèmes d'érosion, donc parce qu'on a des sols très fertiles. On est une des régions les plus fertiles de France. Il pleut, pas en ce moment, mais il pleut quand même souvent. On a 900 mm d'eau en moyenne par an. Mais par contre, on a un inconvénient, c'est que la terre part très vite, lié à l'historique des pratiques qui ont fait baisser le taux de matière organique, et donc on a une moins bonne structure de la terre. En 2012, on a été convoqué par un président de bassin versant, uniquement des producteurs de pommes de terre, pour nous dire, voilà, il faut faire quelque chose parce qu'on a des ports de plaisance à proximité. Moi, je suis à 12 km de Veules-les-Roses, 10 km de Saint-Valery-en-Caux. Et quand les plaisanciers viennent et que l'eau du port, elle est marron, ça ne fait pas bon effet. Donc, voilà, il nous a dit, si vous ne prenez pas en main, eh ben, demain, on va vous imposer des restrictions et des choses qui ne vont pas vous faire plaisir. Donc, on s'est pris en main, on a fait une petite association sous format GI2E, donc groupement d'intérêt économique et environnemental, qui s'appelle Solanco. On est 15 agriculteurs et on réfléchit à mettre en œuvre les méthodes de l'agriculture de conservation sur des systèmes avec des cultures industrielles. Donc quand je parle culture industrielle, c'est toutes les cultures qui sont souvent de printemps, donc implantées au printemps, récoltées à l'automne. Donc dedans, il y a la betterave sucrière, la pomme de terre et le lin textile. Alors, tu parles de pratiques qui avaient favorisé l'érosion. C'est quoi l'agriculture de conservation donc, du coup, l'agriculture de conservation, elle repose sur 3 grands principes. Une couverture permanente des sols, un travail limité du sol, travail mécanique, et une rotation... Donc moins de labour. Moins de labour, ou même moins de travail autre que le labour, et une rotation la plus diversifiée possible. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a fait le plus facile. Parce que produire des pommes de terre sans travailler le sol, moi j'arrive à le faire dans mon jardin. Avec mes tontes de pelouse, je couvre mes plants de patates, ça pousse. Bon, je vous mets au défi de le faire sur 1 hectare. Et alors, mission impossible de le faire sur 20, 30, 40, 50, 100 hectares. Techniquement, aujourd'hui, on n'a pas la solution. Par contre, on peut mettre en œuvre, avant la culture de pommes de terre et après la culture, des interventions qui vont permettre de limiter les dégâts qu'on va faire en produisant la pomme de terre. Donc aujourd'hui, on est dans cette démarche-là. Et donc on s'inspire des agriculteurs bio, parce que, voilà, vous me poserez peut-être la question après, mais j'utilise des produits phyto, et je considère que c'est un outil dans ma boîte à outils de producteurs. Je m'inspire des techniques des producteurs bio, parce qu'à côté des produits phyto, je fabrique et j'utilise des macérations de plantes, style macération d'ortie, macération d'ail, pour remplacer par exemple les insecticides. On s'inspire on garde nos techniques qu'on a apprises à l'école de l'agriculture conventionnelle, parce qu'il y a des principes de base qu'on ne peut pas remettre en cause comme ça tous les jours. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que moi, depuis ce matin, on parlait du temps dans l'intervention d'avant. Nous, on travaille avec la nature. Moi, le sol, c'est mon outil de travail principal. Donc, je suis agriculteur après mon père et après mon grand-père. J'ai 2 garçons qui se destinent à faire ce métier-là. Donc, il y a un dicton qui dit « on n'hérite pas de la terre de ses parents, on l'emprunte à ses enfants », je crois. Donc, j'espère leur transmettre quelque chose de correct, comme mes parents et mon grand-père a fait en me transmettant la ferme. Et aujourd'hui, voilà, il faut
comment dire, il faut s'inspirer de tout ce qui se fait. Et le fait de travailler avec la nature, je pense qu'on n'est pas du tout dans le même rapport au temps que vous pouvez être dans des entreprises de technologie. Moi, quand je fais une modification sur une culture ou sur une intervention, si je le fais sur du blé, je vais le semer au mois d'octobre, on va le récolter au mois d'août de l'année d'après. Donc j'aurai un premier résultat quasiment 1 an après. Et puis si je veux refaire une modification l'année d'après, ben, en fait, si le climat change, si les conditions d'intervention ne sont pas les mêmes, ben, je remets le chantier à zéro et je recommence. Donc voilà, on est sur un cycle très long et on fonctionne avec la nature, donc on n'arrivera jamais à la dompter, parce que quoi qu'on fasse, c'est elle qui a le dernier mot, toujours. Ça. Merci. Sébastien, je te laisse en présenter. Chez Serre-France, vous accompagnez plein d'agriculteurs, donc j'imagine que vous voyez différentes pratiques. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, je ne vais pas parler trop fort parce que sinon ça va résonner. Oui, donc Serre-France, c'est une entreprise associative qui est donc la propriété de ses clients. Ça fonctionne? Non? Oui? Bon, allez. C'est bon, vous m'entendez? Ok, j'ai pas le retour, mais c'est pas grave, c'est très bien. C'est mieux, c'est plus confortable. Donc oui, statut associatif, ça veut dire que pour vous remettre un peu dans le contexte, on a parlé tout à l'heure avec Maxime d'un nombre d'agriculteurs qui ne trouvent pas successeur. Dans les années 50, des agriculteurs, un peu partout en France, ont créé des associations pour améliorer leur performance. Ils avaient besoin de se comparer. On était dans un contexte où les engrais chimiques étaient en plein essor, la génétique, aussi bien animale que végétale, était en plein essor. Les phytosanitaires n'avaient pas commencé encore la croissance qu'on leur a connue derrière. Et on a assisté dans ce contexte-là à une période où, alors Mathieu, tu n'étais pas installé, c'était la génération d'avant, mais en gros, il fallait produire pour nourrir la France, quoi. Donc ce contexte-là, évidemment, il a amené à se fournir des compétences plutôt d'analyse, d'accompagnement, de conseil. La comptabilité est arrivée un peu plus tard, est arrivée dans les années 70. Aujourd'hui, évidemment, on a une activité d'expertise comptable, mais on a continué d'avoir cet ADN d'accompagnement de nos adhérents. On accompagne environ 10 000 chefs d'entreprise sur notre territoire, dont moitié agriculteurs. Et sur les agriculteurs que l'on accompagne, tu l'as cité, le Pays de Caux, c'est quand même... bon, alors c'est une jolie région, je suis né là-bas. On peut faire un trou de 6 mètres sans trouver un caillou, hein, donc c'est quand même quelques régions de France qui peuvent nous envier par rapport à ça. Sur le territoire où on travaille, on n'a pas de souci pour céder les exploitations. Sur une exploitation qui a cédé, il y a 40 candidats. Il y a peut-être que 5 qui vont être solvables, et on est sur un marché qui ne cesse de courir à la hausse, au même moment où la rentabilité, elle, stagne ou diminue. C'est-à-dire que plus la rentabilité baisse, plus les prix sont forts. Une loi économique d'un ancien monde qui est en train d'évoluer, mais c'est quand même ce qu'on constate. Donc ce que je veux dire par là, c'est que d'une petite région à une autre, on peut avoir des phénomènes assez différents. Une caractéristique très forte que l'on a observée sur notre territoire, donc on est en Haute-Normandie principalement, la diminution drastique de l'élevage. C'est-à-dire que pour des questions de rentabilité et pour des questions de main-d'œuvre, l'élevage, en 10 ans, ça s'est coupé en deux. On n'a plus sur notre territoire que, je crois, un exploitant sur 5 qui a de l'élevage. Et c'est pas neutre par rapport aux aspects d'érosion qu'on a évoqués. C'est-à-dire qu'on a labouré des prairies permanentes. On parle de régénération. Je ne vais pas aller sur le sujet de la Cour des comptes récents sur les vaches, mais une vache, ça a le mérite de pâturer. Et quand elle a le mérite de pâturer, ma foi, ça peut aussi contribuer, d'une certaine manière, à entretenir des prairies. La renta est tellement tombée bas sur le lait, eu égard à des importations qui étaient moindres, et eu égard aussi à un coût de main-d'œuvre et d'installation, parce que dans le même temps, on a observé des coûts de mécanisation qui grandissent, que l'élevage, finalement, c'est un peu le sacrifié de l'affaire. Voilà. Donc on aboutit aujourd'hui à des systèmes, des configurations qui sont très teintées grande culture parce qu'on a des potentiels, une compétition foncière qui est forte, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait faire une forêt-jardin chez nous, c'est mieux s'il a un tonton qui a des terres. Voilà, parce que sinon c'est compliqué. Merci.
Vous avez tous à votre niveau, vous accompagnez cette transition de l'agriculture. Vous pensez que l'agriculture peut être un élément de transition fort. Est-ce qu'on peut à la fois transitionner cette agriculture vers plus de régénératif et en même temps nourrir tout le monde à un coût acceptable? Comment tu te positionnes là-dessus dans ton exploitation? Eh ben, c'est clair. Il faut produire. Parce que moi, aujourd'hui, tous les paramètres sont bons, mais il faut que je vive de mon métier. Je suis payé au kilo de blé, à la tonne de pommes de terre, à la tonne de betterave. Voilà, tout simplement. Donc, changer de système, oui, mais il est hors de question de changer pour diminuer la production. Parce que, voilà, aujourd'hui, il y a encore un impératif économique qui est très fort. On a des engagements financiers. Alors, je n'ai pas d'actionnaire à rémunérer, mais j'ai un banquier à rembourser. Donc, il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Et aujourd'hui, le banquier, alors, il commence tout doucement à ouvrir les oreilles quand on lui dit ouais, j'essaye de changer, d'utiliser un peu moins de phyto, de changer mes pratiques et autres. Mais ce qu'il regarde quand même, c'est le compte de résultat, le bilan. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Il ne s'occupe pas de savoir si on a changé tel ou tel levier dans l'exploitation. Donc voilà, il faut produire. Après, c'est toute la difficulté, c'est d'arriver à changer les pratiques tout en maintenant le niveau de production. Alors on en a parlé à midi. Moi je pense qu'il y a un problème de répartition de la valeur ajoutée dans le prix de nos produits. Parce que, alors je ne vais pas citer de chiffres parce que je n'ai pas assez de connaissances sur le domaine, mais bon, vous savez que dès que le prix du blé augmente un petit peu, la baguette augmente. Bon, par contre, quand le prix du blé baisse, la baguette, elle baisse pas. On est d'accord. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas, en changeant nos pratiques, moi, sur mon exploitation, je n'arrive pas à valoriser économiquement le fait que j'ai changé des méthodes de production. Alors, ça va peut-être venir, mais il va falloir que ça vienne vite parce qu'à un moment donné, on va s'essouffler. Et quand on change nos pratiques, j'en assume le risque tout seul. Si mon produit, parce que j'ai changé une technique ou une autre, il ne correspond pas au cahier des charges de mon acheteur, eh ben, il ne va pas se gêner pour me dire, bon, j'en veux pas. Ou alors, je vais le prendre, mais je vais diviser le prix par 2, et puis tu vas te contenter de ce qui reste. Donc nous, dans notre GI2E, on est 15 agriculteurs, mais on a intégré des partenaires. Donc nos acheteurs de produits et nos fournisseurs. Parce que, en tant qu'agriculteur, je veux bien changer, mais il faut que toute la chaîne change. Il faut que nos industriels ils soient aussi conscients que voilà, un processus industriel, il est calé. Il faut des pommes de terre qui fassent tel calibre, tel diamètre, qu'elles soient de telle forme. Voilà, moi je ne suis pas capable de produire ça tous les ans. Dans les filières, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à valoriser les pratiques vertueuses que tu mets en place, donc tu le fais quelque part pour toi, pour tes enfants, pour la planète, mais pas pour le prix. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi du prix au niveau du consommateur? Parce qu'on voit que quand on essaye de bien faire en tant qu'agriculteur et que les filières sont organisées, on peut citer un certain nombre de labels, le AB bien sûr, le label rouge, d'autres valorisations du produit sont en effondrement en ce moment. Qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, c'est très bien les labels, tous les sigles de différenciation, mais je pense que il m'arrive d'aller faire les courses, on s'y perd, quoi. C'est juste pas possible. Nous, en étant dans la profession, on a déjà du mal à reconnaître tel ou tel label. J'imagine que le consommateur qui est loin de la production, il est encore plus perdu que nous. Et
on base ces labels-là, si je prends le référentiel HVE, qui est un peu à la mode en ce moment, il y a 4 grands critères à cocher pour être certifié HVE 3. Moi, depuis le début, je coche 3 critères, sauf un, parce que j'utilise des produits phyto. Mais à la limite, ce que je fais à côté, je ne fais pas d'irrigation. Mais ça quasiment pas de poids. Et je trouve dommage que voilà, on noie le consommateur dans différents labels, différentes certifications, et c'est pas bon. Et alors, je vais faire un petit peu mon mauvais, hein. Mais je trouve dommage que quand on parle du problème du prix de l'alimentation dans les médias, est-ce que vous avez déjà vu un agriculteur qui est invité sur un plateau télé pour en parler ? Je ne veux pas citer son nom, mais c'est toujours lui. Mais il n'est pas producteur. Et je trouve dommage que voilà, le consommateur, il est un peu induit en erreur avec tout ça. Et alors, après, voilà, il y a tout l'aspect circuit court et autres, mais nous, on a bien vu pendant le Covid que... Bah oui, les gens, ils venaient chez nous. Vous n'avez pas 25 kilos de pommes de terre à me vendre parce que ils ne pouvaient pas leur faire leur course comme ils voulaient. Mais aujourd'hui, ça s'est un peu éteint. Et alors, bon, voilà. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça ? Oui, mais enfin, le bon sens de Mathieu suffit à l'illustration. On a vraiment vu le confinement, ça a amené beaucoup de sursauts individuels, puisque les gens étaient bloqués chez eux, et on a vu une vraie montée de la consommation circuit court. Mais dès que les caddies ont été autorisés, ils ont été de nouveau pleins avec un prisme financier, en fait. Il y a quand même un sujet de pouvoir d'achat ou de répartition de sa richesse dans l'alimentaire par rapport au reste. Et du coup, on a dans nos agriculteurs des gens qui sont partis sur des filières courtes de transformation, de valorisation directe. On a la chance d'être dans un département Seine-Maritime où il y a 1 300 000 habitants, donc, et il y a une proximité parisienne qui est encore accessible. Enfin voilà, c'est l'agriculteur qui arrive à s'en sortir sur de la filière courte, aujourd'hui, il est quasiment lissé au niveau des prix par rapport à ce qui se fait en GMS. Donc en fait, son seul avantage, c'est de couper des intermédiaires, mais que ce soit sur de la viande ou des productions végétales, on voit que le prix, il est chez Édouard. Juste une chose, je trouve dommage qu'on ait habitué le consommateur à croire que l'alimentation était quelque chose de, si on voulait même de qualité, mais pas cher. Et vous achetez une voiture, première gamme, c'est pas cher, vous montez en gamme, c'est plus cher. Généralement, ça marche comme ça. Mais pourquoi ça marche pas pour l'alimentation ? Bon, on peut rappeler que depuis après-guerre, et d'ailleurs ça fait bien la transition sur le thème d'aujourd'hui, le budget alimentaire des Français n'a fait que baissé en proportion et a vu augmenter le budget loisirs et technologie. Donc en fait, on a remplacé en partie, ensuite les vases communicants ne sont pas aussi évidents, mais enfin, une alimentation par des iPhones et des abonnements Netflix. J'ai un chiffre à ce sujet, si jamais ça peut aider au débat. C'est Jean Covici qui disait que au fin du 19e siècle, le budget d'alimentation d'un foyer français moyen était entre 50 et 60% de ses revenus. Sacré budget. Aujourd'hui, il est de 2% de notre budget qui part finalement dans une alimentation. Donc forcément, derrière, alors moi, les rémunérations sont pas les mêmes. Aujourd'hui, j'ai un chouïa plus. Moi, j'ai 6 en tête, 6-7, mais c'est pas... Alors 12 aujourd'hui ? Ok. Chiffre à... Alors, est-ce qu'on va, si vous voulez bien, on se prend des questions dans la salle. Il nous reste 10 minutes, donc je vous propose de débattre avec les intervenants. Si on peut faire passer le micro. Juste, je ne sais pas si je peux intervenir sur la dernière partie, parce que je pense que justement c'est suite à ces questionnements que vous soulevez qu'il y a vraiment un modèle agricole à refondre, à changer complètement, et que si on reste dans
dans ce couloir-là, on va vraiment droit dans le mur. Et je pense que c'est notamment en s'inspirant des modèles qui sont basés sur l'arbre qu'on peut aller vers des systèmes qui sont plus résilients et où tout le monde va s'y retrouver au final. Ça voudra peut-être dire qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de monde qui retourne travailler dehors. Moi, je veux dire que c'est très agréable de bosser à l'ombre des arbres par rapport à un jardin en plein soleil. En plus, alors peut-être que c'est parce que je suis dans ce milieu-là, mais je rencontre des centaines de personnes intéressées pour s'installer en agricole. Alors ça va complètement à l'encontre de ce que vous dites aussi, mais je pense que le métier d'agriculteur aujourd'hui n'est pas forcément hyper sexy et attractif, alors qu'il y a possibilité de faire des choses chouettes en se mettant en commun aussi et en inventant une nouvelle manière de produire de la nourriture. Voilà. Juste. Ouais, moi je pense que ça s'oppose pas, hein. C'est pas parce qu'on fait le constat d'une agriculture conventionnelle qui a été très intensifiée et qui a été aidée par ce qu'on pourrait appeler à une époque le progrès, hein. Nos grands-parents, quand ils ont travaillé ces sujets-là, ils faisaient pas ça pour défoncer la planète, ils faisaient ça pour vivre et pour nourrir le monde. On est au bout de ce système-là, donc ça laisse la place à autre chose. Il y a quand même un truc qui est constant, en tout cas dans tous les jeunes que nous on peut accompagner à la création ou à la reprise d'une entreprise. C'est est-ce que je vais gagner ma vie ? Et donc ça, c'est une question qui est quand même essentielle. C'est-à-dire que tu l'as très bien dit par rapport aux engagements que tu as, mais pour le coup, moi je vous ai parlé très succinctement de la région Haute-Normandie, mais quand je discute avec mes collègues qui sont dans le Sud, ils me disent, mais tu sais, nous, je parlais avec un collègue du Gers, je ne sais pas s'il y a des gens du Gers ici, mais il me disait, il n'y a plus d'élevage, Danone est parti, il n'y a plus de filière lait, donc on fait du blé sur les collines, ça fait 45 quintaux, on fait 20 000 euros de revenus avec 400 hectares. Bon, bah, ça c'est un modèle qui est mort, enfin, on ne voit pas comment s'en sortir. Donc il y a forcément nécessité à inventer autre chose. Mais c'est pas qu'une question de... c'est pas qu'une dans un modèle où justement il y a ce qui est hyper technique pour revenir au débat d'aujourd'hui, où effectivement on fait des achats énormes dans des grosses machines. En fait, on reste dans ce modèle-là de surendettement et d'enfermement, et il est possible de faire les choses différemment. On peut faire des gâteaux avec de la farine qui est issue des arbres, avec de la farine de noix, de châtaigne, de gland, qu'on a complètement oublié que ça existait. On pourrait remplacer 50% des champs de blé par des forêts qui seraient à partir de chênes, de châtaigniers, de noyers, et qui permettraient de reforester aussi, de recréer des cycles d'eau. On a vu ce matin que c'était quand même problématique en France. Donc il n'y a pas... faut faire ensemble, quoi. Il y a plein de solutions possibles, mais... On rejoint un peu la table ronde de ce matin. Il y a une partie, il faut la transition des agriculteurs existants, des centaines d'hectares, etc. Comment on les amène ? Et puis, on réinvente des choses nouvelles. On installe des jeunes qui viennent avec des idées, qui vont amener des super idées qui vont se développer. Et tout ça va cohabiter un certain temps pour amener la transition. L'agriculture dans le monde, quand même, c'est 2 milliards d'hectares de désert qui ont été créés en 10 000 ans d'agriculture. 2 milliards d'hectares de désert. On prend quelques questions de la salle quand même, parce que j'avais initié le truc, et du coup, il y a des gens frustrés qui veulent... Bonjour, moi j'ai une question parce que là ce que vous dites en fait, Audrey vous parlez d'un nouveau modèle qui donne envie, et en même temps quand j'entends Michel, c'est très difficile de faire ce changement, et qu'est-ce qui motiverait en fait à faire ce changement à grande échelle, parce que c'est bien d'avoir des petites exploitations un petit peu partout, mais comment est-ce qu'on fait pour que des exploitants comme Michel ou d'autres justement fassent cette transition? Mathieu, pardon. Désolée, je vois pas le nom, il est... Voilà, donc ma question, c'est comment est-ce qu'on fait en fait pour motiver des agriculteurs à faire cette transition, parce que je vois beaucoup de gens comme vous qui sont motivés, Audrey, mais comment est-ce qu'on fait pour emmener les autres vers ça? Alors, il y a plein de monde ici qui auront des solutions à leur niveau. Moi, à mon niveau, je pense déjà que évidemment c'est politique. On a parlé de la difficulté d'accès à la terre, qui va être vraiment le premier rempart pour l'installation, effectivement. Et après, je pense que, effectivement, le volet économique est hyper important, mais en fait,
il y a plein de jeunes aujourd'hui qui retournent à la terre et si je prends que mon exemple, si je voulais que gagner des thunes dans la vie, je m'installerais pas en agricole. Et en fait, il y a une recherche de sens partout et je pense qu'on trouvera le vivier pour ce changement d'agriculture si on est bien accompagné aussi. Moi, je pense que ça passe par l'éducation. L'éducation de nos enfants. Alors, nous, moi j'ai 56 ans et peut-être tard, mais voilà, il faut qu'on habitue les gens. Je suis producteur de pommes de terre. Quand je vois les cahiers des charges qu'on a de qualité de production, et ce qu'on retire comme déchets, qu'on considère comme déchets, parce que la pomme de terre, elle a un petit bout qui est vert, elle est un peu difforme. Une pomme de terre, c'est pas un œuf. Ça pousse dans la terre. Donc voilà, je comprends que quand on vit dans un appartement, on n'aime pas avoir un sac avec de la terre, mais il y a peut-être un autre conditionnement à inventer pour transporter les pommes de terre. Laver des pommes de terre pour les commercialiser, on parlait de l'eau ce matin, non ? C'est quand même un peu... ça devient un non-sens. Bon, voilà, il y a l'éducation, et après, il y a la rémunération des produits. Je pense qu'il va falloir arriver à différencier la rémunération des produits en fonction de la méthode de production, et peut-être basée, c'est là que la technologie va certainement nous aider à analyser en direct la qualité organoleptique des produits qu'on va vendre, selon comment s'ils sont produits sur un sol dit vivant, ou s'ils sont produits sur un substrat mort dans lequel on apporte tous les éléments nutritifs au goutte à goutte, parce que sinon ça ne pousse pas. Oui, parce que, effectivement, il y a une immense différence de qualité nutritive entre les produits. C'est vrai aussi d'ailleurs pour la viande. Hein. Là, une viande toute à l'herbe, c'est pas du tout le même produit qu'une viande qui a jamais vu le jour. Donc, on ne parle pas assez de ça. Quand on parle des produits, on ignore un peu ça. Juste un petit exemple. Ouais. On fait des analyses de jus de sève sur les plantes. Donc, on prend des feuilles, on les presse, on extrait la sève, et on peut mesurer la composition de la sève dans les différents oligo-éléments et éléments nutritifs dont la plante a besoin. Aujourd'hui, moi, quand je fais une analyse de jus de sève, j'envoie les échantillons aux Pays-Bas. Parce qu'il y a 0 entreprise en France qui fait ça. Donc, on est dans la technologie. Il doit bien y avoir parmi nous... Qui est volontaire ? Quelqu'un qui va trouver... moi, je ne suis pas capable de le faire, mais qui va trouver un système pour qu'on analyse nos plantes. Alors, demain, j'espère, en direct, avec le smartphone... moi, j'ai un truc pour reconnaître les mauvaises herbes. Bon, demain, il faudra qu'on ait ça. Les plantes bio-indicatrices. On prend une dernière question. Bien. On prend une dernière question. Juste, déjà, ce serait pour vous remercier, Audrey et Mathieu, parce que ça fait plaisir d'entendre des agriculteurs responsables, parce que souvent, il y a souvent de l'agribashing, malheureusement, et on ne vous donne jamais la parole. Et ça, c'est important à mes yeux, parce que moi, je travaille dans l'agriculture, et j'en suis fier. Et c'est important que l'ensemble de la population entende ce discours-là de temps en temps. Parce que vous parlez tout le temps de responsables, vous n'avez pas de solution forcément pour aller faire du bio sur tout. Il faut nourrir la planète, etc. Et c'est le bon message. C'est le bon message. Et franchement, moi, j'en suis fier aujourd'hui de travailler dans l'agricole, parce que c'est en vous écoutant que ça donne aussi sens à ce qu'on fait tous les jours. Merci. J'avais une question. Est-ce que vous êtes inquiet sur la capacité de la filière agricole aujourd'hui à continuer à nourrir la population française ? Est-ce qu'on doit commencer à se remettre à faire des potagers et à réapprendre à faire des légumes ? Bon. Je ne sais pas comment je dois vous répondre. Comme tu veux, Mathieu. Vas-y. Il y a deux choses. Si on veut demain manger local, de bonne qualité, produit correctement, qu'on veut conserver des agriculteurs en France pour entretenir le territoire, stocker du carbone, maintenir la biodiversité, espérer la redévelopper, pas de problème si on s'en donne les moyens. Si on ne veut pas ça, moi je pense que l'indépendance alimentaire, on s'en fout.
parce que si on ne l'a pas chez nous, la bouffe, on ira la chercher autre part. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tous les accords libre-échange, Mercosur, tout ce qu'on veut, c'est pour faire rentrer de la viande qui vient du Brésil, qui vient de je ne sais où, du sucre qui vient de Tataouine. Tant qu'il y a du pétrole, ça marche. Je produis du lin textile. L'industrie de première transformation, elle est à 5 km de chez moi. Après, on charge des conteneurs, ça part en Chine, c'est filé, et ça revient aux États-Unis en vêtements et autres. Le lin est une culture dite écologique à bas intrants. Bon, voilà. Pendant le confinement, 0 conteneurs qui sont partis. Et là, panique à bord, il faut remonter des filatures. Bon, on a remonté une, à grand renfort de publicité politique, mais ça ne va pas absorber. La France, on est le pays le plus gros producteur de lin au monde. Et on n'a pas l'industrie pour transformer la matière première chez nous. Du moins, on l'a fermée. Bon, voilà. Ouais, juste pour enfoncer aller complètement dans le sens de Mathieu, la question qui est posée, c'est quel modèle de société on veut. C'est pas autre chose, ça rebondit sur ce qu'on a entendu ce matin. J'ai participé récemment à une conférence sur justement la sécurité alimentaire. Donc comme ce matin, petit sondage smartphone, que veut dire sécurité alimentaire pour vous, messieurs les Français? Ce qui sortait, c'était traçabilité sanitaire, qualité sanitaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas, dans notre imaginaire, on a perdu l'idée qu'un jour on pourrait venir à manquer. Or, dans un périmètre de 50 km autour de chez soi, ce que l'on a dans notre assiette, la part qui vient d'un périmètre restreint est extrêmement faible. C'est déjà le cas. Plus d'un poulet sur 2 mangé en France vient de l'étranger. Et hors Europe en plus. Donc voilà, c'est vraiment un modèle de société. Qu'est-ce qu'on veut? Et après, quel est le modèle financier de cette affaire-là? Parce qu'on a parlé de la régénération. Nous, on est aujourd'hui en train d'accompagner un certain nombre d'agriculteurs sur bilan carbone, action régénérative derrière pour stocker davantage. C'est des missions qui sont subventionnées. Ça coûte pratiquement rien à l'agriculteur. Et aujourd'hui, c'est un tout petit peu parti en élevage parce que là, il y avait des gains potentiels qui pouvaient être calculés. En culture, personne ne se présente parce que les gains ne sont pas du tout évidents. Donc il y a bien une question aussi d'incitation derrière sur ce modèle-là. Donc c'est un modèle de société. Les questions que vous posez, en fait, elles sont en lien avec un modèle de société. Audrey, tu veux conclure? Ouais. Non, moi j'ouvrirais bien un petit peu sur effectivement, alors on n'est pas tous obligés d'avoir un potager dans son jardin, bien sûr. Par contre, je pense que c'est intéressant de connaître un petit peu, de savoir comment le vivant fonctionne. Peut-être de se réapproprier un petit peu aussi les plantes sauvages qui poussent un petit peu toutes seules. Quand on va faire une balade, d'en profiter pour faire des petites cueillettes. On a déjà sa salade qui est prête pour le midi aussi, avec des qualités nutritives qui sont bien sûr bien meilleures. Et après, moi j'invite tout le monde à planter des arbres comestibles. Voilà, chez vous, dès que vous avez un coin de n'importe quoi, il y a un peu de terre, on a intérêt à planter des plantes. Voilà, ça peut être fruitier, ça peut être pour consommer la sève, le feuillage, les fleurs, tout ce qu'on veut. Et réapprendre tout ça, parce que du coup, c'est quelque chose qui s'est aussi beaucoup perdu. Et on a un peu oublié. Et c'est pas une fatalité, on peut y faire quelque chose. On peut t'appeler si on veut planter chez soi? Ouais, carrément. L'association, on fait des formations, il y a une chaîne YouTube, tout ça. Ah, si vous avez un terrain, voilà, la résolution de l'atelier, c'est ça. Voilà, on peut les applaudir.